Bienvenue à tous. Quelle suite après le non-accord à Kinshasa sur le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne sur le Nil? Même si les médiateurs congolais estiment que les négociations de Kinshasa constituent un premier pas dans la démarche du président Tshisekedi, la plupart des observateurs ont conclu à un échec puisqu'aucun engagement n'a été pris par les trois parties. Le ton continue d'ailleurs de monter. La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Mansoura, a accusé à l'issue des négociations l'Éthiopie de menacer les peuples du bassin du Nil et le Soudan directement. Khartoum s'inquiète pour ses propres barrages et le président égyptien, dont le pays tire 97% de son eau potable et son irrigation du Nil, avait déjà mis en garde contre une instabilité inimaginable dans la région. Mais l'Éthiopie reste intraitable sur ce qu'elle considère comme son droit à fournir de l'électricité à sa population à travers cet ouvrage qui devrait être le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Comment résoudre cette crise du Nil? Quels sont les risques en cas de statu quo? Qu'en est-il des autres pays que le Nil traverse? Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Bonsoir à tous. C'est sur un communiqué lapidaire que les délégations égyptiennes, soudanaises et éthiopiennes se sont quittées à Kinshasa sans accord, malgré la médiation du président Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Les discussions qui devaient prendre fin lundi ont même été prolongées jusqu'au mardi, mais sans avancée notable. Le point avec Dili Diko. Initialement prévues pour durer 2 jours, les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur le grand barrage de la Renaissance, source d'énormes tensions, se sont poursuivies jusqu'à mardi sans qu'un compromis ne soit trouvé entre les trois protagonistes réunis à Kinshasa sous la médiation du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Les divergences autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance ne doivent pas être regardées comme une fatalité, mais comme une chance pour un meilleur rapprochement de nos populations et l'ouverture de nouvelles opportunités de coopération transfrontalière et régionale. En dépit des espoirs du président Tshisekedi, aucun accord n'a été trouvé concernant le méga-barrage sur le Nil bleu, une centrale hydroélectrique vitale pour Addis Abeba, mais perçue comme une menace par le Caire et Khartoum depuis la pose de la première pierre en avril 2011. Le sommet s'est soldé par une note succincte sans aucune proposition de solution ni feuille de route pour le règlement du différend vieux d'une décennie. Mais un officiel congolais travaillant sur le dossier a indiqué que les premiers pas ont été faits. Nous avons mené les échanges de façon à ce qu'on fasse le premier pas. Ces premiers pas sur lesquels le président va bâtir maintenant les alternatives et les approches de travail. Et nous formons l'espoir que c'est une bonne base sur laquelle on peut se projeter. De retour à Addis Abeba, le ministre des Questions hydrauliques, Seleshi Bekele, a déclaré mercredi que l'Éthiopie n'allait pas modifier ses plans en repoussant le remplissage de son méga-barrage lors de la prochaine saison des pluies en juin ou juillet 2021, et ce, malgré l'impasse persistante avec le Soudan et l'Égypte. Pendant la conférence de presse, M. Seleshi a minimisé la possibilité que les tensions autour du barrage conduisent à un conflit armé. Il n'y a ici aucune possibilité d'entrer dans une guerre inutile. Une guerre ne peut pas commencer à cause de l'eau. L'eau coule, même si vous vous battez aujourd'hui, elle continuera à couler demain. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Par conséquent, penser de cette façon n'est pas nécessaire. Et exagérer ce genre de choses ne profite à aucun pays. Pour aller dans le sens d'un consensus, le président Tshisekedi avait mis en avant la dimension humaine à placer au centre des négociations tripartites. Il a défendu le droit des habitants des 3 pays à l'eau, à l'alimentation et à la santé et ajouté qu'il est important de chercher et trouver ensemble des solutions africaines aux problèmes africains. Mais pour l'instant, le torchon continue de brûler entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Merci beaucoup Dili. Et pour le débat, nous avons 3 invités.
À Arcachon, c'est dans le sud-ouest de la France. Nous avons le docteur Patrick Ferras, président de l'association Stratégie africaine. Il est spécialiste de la Corne de l'Afrique et ancien officier renseignement au sein de l'armée française. À Paris, on a Athanase Karayenge, analyste politique. Vous avez effectué une bonne partie de votre formation en Égypte. Et ici à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Merci à vous tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Patrick Ferras. Alors, Addis Abeba semble intraitable sur le barrage. Le gouvernement d'Addis Abeba a-t-il son opinion publique avec lui? Et si oui, quelle est sa marge de manœuvre pour négocier? Surtout que le remplissage a commencé depuis août dernier. Écoutez, bonjour à tous et merci de votre invitation à dialoguer et à échanger sur ce problème fondamental qui est le barrage du Nil. Pour vivre assez souvent en Éthiopie depuis le début de ma thèse, c'est-à-dire depuis 14 ans à peu près, je pense que tous les diplomates et tous les chercheurs savent qu'il est extrêmement difficile de traiter avec les Éthiopiens. Ils sont très durs en affaires, parfois un peu retors, et je dirais qu'ils ont un maître mot qui est essentiel et qu'il faut bien comprendre sans faire une paraphrase, c'est que c'est Ethiopia first. Donc moi je ne suis pas du tout étonné qu'on les considère comme intraitables, et donc c'est le mot que vous avez utilisé. Je ne suis pas non plus étonné que Kinshasa et le sommet de Kinshasa soit un fiasco, puisque vous avez bien vu qu'il n'y a eu aucune avancée. Donc je crois que les Éthiopiens considèrent que le Nil bleu le Nil bleu qui prend sa source au lac Tana et qui est en Éthiopie est à eux, que le barrage sera construit en Éthiopie, et donc ils ont tous les droits, si l'on peut dire. Ils ne prennent pas beaucoup en compte le souci des Égyptiens et voire des Soudanais. Et on verra peut-être au fil de la conversation ce que la communauté internationale pourrait ou ne pas faire, et pour l'instant. On pourra aborder ça plus tard. Alors, Athanase, pour l'Égypte, le Nil est vital, et le président Al-Sisi a récemment utilisé des mots assez durs. Il estime qu'il s'agit d'une question de sécurité pour l'Égypte. Alors, si certains sont tentés de dire, si l'Égypte a son barrage d'Assouan, pourquoi l'Éthiopie n'aurait-il pas son GERD? Exactement, parce qu'il n'y a pas que l'Égypte qui a le barrage d'Assouan. Il y a l'Ouganda aussi qui a un barrage à la sortie du lac Victoria. Il y a la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi qui sont en train de construire un barrage à Roussou. Le Burundi a aussi un barrage sur la Ruvubu. Toute la vallée est perlée de barrages. Et le Nil est très important, évidemment, pour tout le monde. Mais je crois que les hommes politiques première fondamentale d'analyse, si on a la Terre à un corps humain, ce que nous voyons, le conflit entre l'Égypte, c'est comme si dans une jambe, les pieds, le mollet, les cuisses et les fesses se disputaient le passage des flux nerveux ou des veines ou des artères. La Terre n'est pas construite pour qu'on se découpe la jambe à morceaux de propriété exclusive. Nous devons partager, nous devons apprendre à partager, nous devons respecter les intérêts de tout le monde, et il n'y a absolument aucun conflit de cette nature qui peut être réglé par un raidissement, par du muscle, par la violence militaire. C'est idiot de penser que la vallée du Nil appartient au seul pays d'Égypte et du Soudan. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde, mais encore faut-il harmoniser un peu, n'est-ce pas? Alors, ambassadeur Cohen, l'Union africaine a pris le dossier en mai. On a aussi vu l'ancienne administration américaine de Donald Trump tenter une médiation. La diplomatie a-t-elle toujours une chance, surtout quand on voit l'intransigeance des partis impliqués? Je crois qu'il y a toujours une possibilité pour une médiation. Selon ce que je comprends, c'est une question de vitesse de remplissage. Les Égyptiens demandent une vitesse beaucoup plus lente parce qu'ils ont besoin de l'eau. Et c'est vital pour l'agriculture égyptienne. Tandis que les Éthiopiens, ils ont besoin d'électricité. Donc, ils ne veulent pas attendre 11 ans avant d'avoir l'électricité.
c'est possible peut-être de trouver un compromis, à mon avis. Et docteur Patrick Ferras, tous les trois pays impliqués, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, sont des puissances militaires, n'est-ce pas, sur le plan continental. Doit-on s'inquiéter, surtout que l'Égypte parlait de négociations de la dernière chance avec le sommet de Kinshasa? Oui. Alors, oui, je vais répondre à cette question, mais vous m'aviez posé une toute petite question. La marge de manœuvre du Premier ministre éthiopien, je pense que c'est important. Par rapport à son opinion, oui. Voilà, et d'y revenir parce que ça pousse un peu au raidissement de l'Éthiopie. Vu ce qui s'est passé depuis quelques mois en Éthiopie, vu les problèmes sécuritaires extrêmement importants dans toutes les régions, Oromo, Afar, Somalie, il y a énormément de problèmes en Éthiopie. Et l'intervention éthiopienne, si vous voulez, dans une région-État que l'on appelle le Tigray au nord de l'Éthiopie, qui ne se déroule pas aussi bien que l'on pense et dont les résultats sont très loin d'être ce que attendait M. Abiy Ahmed et avec les conséquences que ça a au niveau humanitaire, c'est quelque chose qui met un poids sur les Éthiopiens, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de réussite pour l'instant du côté de M. Abiy Ahmed dans ces 3 premières années de contrat, si l'on peut dire. Et on va donc arriver, si vous voulez, si le grand barrage n'est pas un succès pour l'Éthiopie, je pense que ça fera une crise de plus en Éthiopie. Sachant que tous les Éthiopiens ont fourni financièrement quelque chose en achetant des bons pour ce barrage, en donnant un mois de salaire ou pas. Donc, ça serait très mal vu, je pense, vis-à-vis de la communauté éthiopienne, donc des citoyens éthiopiens, que ce barrage ne naisse pas. Et donc, le gouvernement jouera sur la fierté d'être éthiopien, de ne pas avoir été colonisé, vous les connaissez, ils sont comme ça, et jouera un tout petit peu là-dessus. Mais je dirais que ce succès sur le barrage est extrêmement important pour Abiy Ahmed, d'autant plus que les élections qui vont avoir lieu en juin vont donner un Premier ministre qui sera lui ou un autre, qui sera déjà illégitime dans la mesure où les 6% de Tigréens ne seront pas autorisés à voter. C'est-à-dire que ce qui va sortir des urnes en juin sera un échec de légitimité parce que le Premier ministre ne sera pas élu par les 100% des citoyens. Et donc déjà, on va aller de petite crise en petite crise et je dirais que la seule réussite qui serait possible, ce serait peut-être ce barrage. Est-ce que justement ces questions intérieures en Éthiopie ou même dans les autres pays impliqués ne renforcent pas le risque d'un affrontement militaire? Alors, c'est votre deuxième question et j'y viens. Je dirais non, parce que comme le disait Athénase, je ne pense pas qu'on ira au conflit militaire, même si on ne peut pas ignorer cette option. Il faut toujours la garder. Il n'y a aucune option qui soit inenvisageable, si l'on peut dire. Mais je crois que sur le plan militaire, si vous voulez, l'Égypte est assez loin de l'Éthiopie. Elle est obligée de passer par le Soudan pour une intervention militaire. Le Soudan est en train de réformer ses armées. Vous savez que la transition est en place au Soudan. Et l'Égypte et l'Éthiopie, si l'on peut dire, est dans un bourbier militaire dans la région du Nord. Donc, et il faut savoir que la région du Nord où elle est intervenue, elle s'est fait aider par les milices Samara, mais aussi l'armée érythréenne. C'est-à-dire que comme elles vont se retirer chacune dans leur province, si l'on peut dire, et dans le pays érythréen, si l'on peut dire aussi, vous voyez, l'armée n'est pas prête de sortir de ce bourbier qu'est le Tigray. Donc, je ne vois pas un affrontement militaire, d'autant plus que le Soudan va jouer un rôle vital, c'est que si vous avez une intervention militaire, elle devra se faire en passant par le sol soudanais. Donc, le rôle du Soudan va être extrêmement important. Mais je ne pense pas que le Soudan laissera passer des troupes pour avoir une intervention militaire pure et dure comme on pourrait le Soudan est la nommer. Le Soudan est un peu en conflit frontalier avec l'Éthiopie aussi. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est aussi les problèmes qui ressurgissent dans la main de Abiy Ahmed, mais aussi du Soudan. C'est ces affrontements qu'il y a eu sur le triangle de El Fashaga, donc une région où la frontière n'est pas très délimitée, mais très riche au niveau agriculture, et que tout le monde revendique. Vous voyez, donc il y a des altercations intérieures et extérieures. Alors je dirais que sur un plan militaire, si vraiment il devait y avoir quelque chose, ça serait peut-être un raid aérien, une attaque aérienne, mais extrêmement compliqué à monter, techniquement difficile. Attaquer un barrage, c'est pas taper sur la voûte de béton, c'est aller taper vraiment le point, le cibler, le point le plus vital, c'est-à-dire les turbines ou ainsi de suite. Donc c'est pas quelque chose de très facile, même quand vous avez les rafales égyptiens. Alors, Athanase, le Nil traverse une dizaine de pays, hein, plus de 10 pays. Alors pourquoi c'est devenu un problème entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan? C'est parce que l'Égypte bénéficie d'un monopole d'exploitation du Nil depuis les années 30. Grâce à la puissance britannique qui, à l'époque, était la puissance coloniale. Mais il faut quand même admettre qu'il y a une contradiction dans le langage de l'Égypte, parce que l'Égypte a construit
un énorme barrage d'Aswan avec l'aide de la Russie à l'époque. La Russie, plutôt l'Égypte n'a jamais demandé au pays en amont leur avis sur la capacité de remplissage du barrage d'Aswan que j'ai vu. Et puis, il faut une chose, derrière le barrage d'Aswan, il y a le lac Nasser qui fait 500 km. Alors, quand l'Égypte dit à l'Éthiopie, faites un remplissage à un rythme ralenti pour que je puisse continuer à avoir le plus lent, pour que je puisse avoir l'irrigation, c'est une revendication tout à fait légitime. Mais l'Égypte a les moyens, avec le Soudan, de relâcher de l'eau du lac Nasser qui fait 500 km et qui a été construit justement pour alimenter d'une façon régulière le barrage d'Aswan. Donc je crois que les politiciens... Oui. Est-ce que des pays comme le Burundi, le Rwanda suivent de près ce qui se passe en ce moment concernant le barrage éthiopien? Parce qu'on ne les entend pas beaucoup en tout cas. Je ne suis pas dans leur secret, mais le président du Burundi était en Égypte il n'y a pas longtemps et le langage qui a été développé à ce moment de la visite du président burundais, c'était de dire l'Égypte s'intéresse à tous les pays de la vallée du Nil, dont acte. Et c'est vrai, c'est raisonnable, c'est absolument indispensable que tous les pays de la vallée du Nil se parlent, parce que nous avons tous besoin de ce fleuve, nous avons tous besoin que tout le monde soit alimenté de façon régulière et de façon satisfaisante. L'Égypte a droit au Nil, le Soudan a droit au Nil, l'Ouganda, tout le monde. Et donc le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Congo, tous ces pays qui alimentent le Sud-Soudan, qui alimentent la vallée du Nil, nous devons nous parler, et nous devons nous parler sans violence, sans menacer, parce qu'il y a aussi une autre dimension. Le d'Éthiopie, il est pris avec la Chine, avec la puissance chinoise. Vous vous rendez compte que si l'Éthiopie, si l'Éthiopie était attaquée, c'est attaquer les intérêts de la Chine, parce que la Chine, elle a investi des milliards de dollars dans cette affaire. D'accord. Justement, dans ce sens, ambassadeur Cohen, les Nations Unies, après l'échec des discussions de Kinshasa, continuent d'espérer un règlement de la crise avec la médiation de l'Union africaine. Mais pourquoi en est-on arrivé là, puisque depuis le lancement des travaux il y a 10 ans, le projet n'a jamais fait l'unanimité dans la région? Ce n'est pas un peu trop tard de faire tourner la machine diplomatique? C'est jamais trop tard, mais ce que nous oublions dans cette discussion, c'est que le Nil a deux branches, n'est-ce pas? Il y a le Nil bleu, qui regarde surtout l'Éthiopie, et il y a le Nil blanc qui commence dans le lac Victoria. Et je dois attirer l'attention qu'il y a un vieux projet qui a déjà été commencé en construction il y a 20 ans. C'est dans le Sud-Soudan. Ça s'appelle le canal de Jonglei. Et l'objectif, c'était de raccourcir la route du Nil blanc, d'éliminer un endroit où ça perd beaucoup d'eau en évaporation. Et si on termine ce projet de canal de Jonglei, on peut augmenter l'eau, le volume d'eau dans le Nil blanc de 30%. Et ça, c'est une solution pour le problème du barrage d'Éthiopie, parce que le Nil blanc passe par Soudan et rejoint le Nil bleu à Khartoum. Donc, moi, j'encourage les pays internationaux de commencer une discussion avec le gouvernement du Sud-Soudan dans l'objectif de compléter cette construction qui a été interrompue à cause des guerre civile dans le sud du Soudan. La machinerie est toujours là et je crois qu'on va traiter ça dans 2 ans. D'accord, il faut inclure le Soudan du Sud. Merci beaucoup. Alors, voici quand même quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui nous dit « L'Éthiopie qui s'accroche à ce barrage parce qu'il va générer de gros revenus oublie qu'elle mettra cette région dans une grande instabilité. Abiy Ahmed doit privilégier la paix. Son pays est en conflit frontalier avec le Soudan. »
Largasek est à Dakar au Sénégal. Il écrit « Ce différend entre les pays riverains du Nil devrait être pris très au sérieux afin de prévenir un conflit dans cette partie du continent. » Et puis archiduc Théodore est à N'Djamena. Il nous dit que pour remédier au problème, il faut se mettre d'accord sur l'interdiction des travaux pouvant faire tarir le Nil, tout en incluant tous les pays qui traversent afin d'éviter une guerre. Voilà donc les téléspectateurs, ce qui revient le plus, c'est un peu les craintes d'un conflit armé, mais nos analystes nous ont un peu rassurés que c'est très peu probable, mais on va suivre la situation. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle mes invités à Arcachon, dans le sud-ouest de la France, Dr Patrick Ferras, président de l'association Stratégie africaine. À Paris, Athanase Karayenga, analyste politique. Et ici à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Voilà, M. Patrick Ferras, pour vous, est-ce qu'il est possible d'arriver à un compromis qui ne mette pas en danger non seulement l'Égypte et le Soudan, mais aussi des pays comme le Burundi? Alors, comme l'a bien rappelé l'ambassadeur, il faut bien considérer le Nil bleu et le Nil blanc, qui sont deux démarches complètement différentes, et celle du Nil bleu a pris le devant aujourd'hui parce que c'est la plus importante avec les trois nations que vous avez énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà. Donc, et je reviendrai sur ce qu'a dit Askanaz tout à l'heure, c'est que en fait là c'est une volonté politique, c'est même pas le géographe, c'est pas le technicien qui doit dire le barrage on peut lui faire ça ou ça. Ils sont gérés aux ordres des politiques et c'est aux politiques à se mettre autour d'une table. Et comme on l'a rappelé tout au long de cette conversation, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes pour l'Éthiopie, comme pour le Soudan, comme pour l'Égypte. L'Égypte, c'est un enjeu de sécurité nationale. Pour le Soudan, c'est de l'hydroagriculture, si on peut dire. Et pour l'Éthiopie, c'est un enjeu national, un symbole. Et le grand barrage de la Renaissance, c'est lancé en 2011. Rien que le nom montre déjà que c'est un intérêt national pour l'Éthiopie. Et donc, c'est un enjeu énergétique, mais c'est aussi un levier d'hégémonisme régional. Donc là, on a vraiment trois enjeux différents qu'il va falloir mettre autour d'une table. Pour l'instant, les trois ne sont pas capables de discuter ensemble. Je ne crois pas du tout à la médiation de l'Union africaine. Elle a pas de capacité, me semble-t-il, importante pour mettre les acteurs à table. Et même si le président Tshisekedi a essayé, parce qu'il est président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine depuis peu, il a déjà eu son premier échec, qui est un échec aussi personnel pour lui, comme pour les échecs soudanais qui ont été révélés après le sommet de Kinshasa. Donc je dirais que là, il faudra une volonté politique. Et il va falloir peut-être que la communauté internationale se lève de bonne heure, si l'on peut dire, et je ne vois pas autrement que les Nations Unies pour essayer de trouver une solution. Je ne crois pas à la solution de réunir les États-Unis, les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne pour essayer de dissuader ou de persuader ces trois États de revenir à une table de négociation. D'accord. Alors, Athanase, vous avez travaillé avec le WWF sur les bassins partagés. Vous pensez que des crises comme celle qu'on voit sur le Nil pourraient malheureusement se multiplier avec l'eau comme enjeu principal? Tout à fait. Il y a beaucoup de fleuves, beaucoup de lacs, beaucoup de bassins d'eau partagés dans le monde. Il suffit de rappeler par exemple l'Amazone, de rappeler le fleuve Sénégal, le Nil, on vient d'en parler, de parler aussi de l'Euphrate. Vous savez qu'un des conflits majeurs se noue aussi entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Au Moyen-Orient, oui. Ambassadeur Cohen, vous proposez comme solution, on en parlait en première partie, donc l'achèvement du canal de Jonglei au Soudan du Sud. Comment, franchement, est-ce que vous pensez que les autres pays concernés à ce stade sont disposés à inclure d'autres pays comme le Soudan du Sud dans la discussion?
Et qui vraiment pour pousser, puisque Patrick semblait un peu dire que l'Union africaine aujourd'hui n'est pas en mesure de pousser davantage. En dehors de l'Union africaine, qui d'autre faudrait-il inclure? Je crois que ce n'est pas exclu d'avoir le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que s'il y a une menace de guerre, c'est une question de sécurité, une menace pour la paix internationale, donc Conseil de sécurité. Je voudrais dire aussi que pendant le régime de Meles Zenawi, je suis allé en Éthiopie de la part d'une société américaine qui proposait de construire des centrales électriques hydroélectriques. Et ils ont identifié certains endroits en Éthiopie. Ils pouvaient faire ça dans 18 mois. Mais c'était refusé par Meles Zenawi parce que c'était le secteur privé. Et ils ont voulu garder, être propriétaires et vendre l'électricité au gouvernement. Et Meles Zenawi, comme un marxiste socialiste, a refusé. Mais c'est toujours une option. On peut faire des barrages, pas des barrages, des centrales électriques en Éthiopie assez rapidement. Donc, je propose que tout le monde regarde ça comme une option. Vous pensez que l'Éthiopie devrait être en mesure de vendre l'électricité aux autres pays? C'est une des solutions, peut-être? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une source de revenus, n'est-ce pas? Regardez le Togo. La société dont je parle a construit une centrale électrique au Togo et le Togo vend l'électricité au Bénin et au Ghana et il gagne des revenus avec ça. D'accord. Alors Patrick, vous êtes à la base géographe de formation, je dois dire. La diversification des sources d'eau et d'énergie, est-ce qu'elle peut être aussi une solution? Je pense notamment à la désalinisation, également aux énergies renouvelables, pour réduire un peu la dépendance du Nil, surtout avec le changement climatique. Ouais. Et pour ajouter à ce que disait l'ambassadeur, ce que vous disiez tout à l'heure, il est bien prévu dans le projet du Grand Barrage de vendre l'électricité dans les pays voisinants, et pas simplement que pour l'électricité en Éthiopie qui en beaucoup, mais c'est donc prévu. Alors oui, si on regarde le côté de l'Égypte, il y a eu plusieurs plans nationaux, si l'on peut dire, pour la gestion des ressources en eau, pour diminuer cette dépendance, si l'on peut dire. Mais on restera toujours avec un île qui sera très utile et incontournable. Et donc, maximum, les énergies renouvelables, les Égyptiens se sont donnés jusqu'à 2022 pour en prendre 20% par des énergies solaires et éoliennes, si l'on peut dire. Mais ils ont fait cette démarche, si l'on peut dire, en même temps, parallèlement. Vous avez un grand plan de 2017-2037, si je ne me trompe pas, qui est un plan stratégique pour la gestion intégrée des ressources en eau en Égypte. Ouais, donc il y a énormément de projets. Vous avez par exemple une centrale solaire à Benban qui est énorme, qui a reçu des prix il n'y a pas très longtemps la meilleure organisation, institution lancée sur ce domaine solaire, et la plus grande, si l'on peut dire. Donc vous avez des projets, mais on restera toujours avec un île qui sera utile. Donc, on ne pourra pas, comme en France, comme partout, tout donner au solaire ou à l'éolienne et se passer du reste. Ouais, donc, il y a énormément de projets de dessalement, de désalinisation, comme vous disiez. Il y en a aussi, mais il y a une démarche intellectuelle aussi d'expliquer aux citoyens de ne pas gaspiller l'eau et tout ça. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ce sont des projets à 20 ans, si l'on peut dire. Donc, on n'est pas dans des options à 15 jours, si l'on peut dire. D'accord. Alors, Athanase, j'espère qu'on vous a retrouvé. On ne parle pas beaucoup de cette question de navigabilité sur le Nil, et qui est aussi essentielle pour le développement du commerce intra-africain. Je ne crois pas que ce soit vraiment une dimension extrêmement importante pour la navigation. Peut-être du côté du Nil, après entre Assos et le Caire et peut-être Alexandrie. Je ne suis pas sûr que ce soit une préoccupation économique, même une source de revenus importante pour et l'Égypte et encore moins en amont. Je ne suis pas sûr que la navigabilité. Ce qui serait possible, par contre, c'est de relier, et c'est ce que les Anglais avaient voulu faire à l'époque, la puissance coloniale qui dominait toute l'Afrique Est. Les Anglais voulaient faire un chemin de fer d'Alexandrie au Cap. Et ce chemin de fer peut
semble-t-il, constituer un trait d'union de tous les pays